Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous politique hebdomadaire. C'est le 18h politique avec Jean-Michel Linga. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va bien sûr faire le tour de l'actualité politique du département avec notre invité, un élu de Clisson engagé dans la bataille pour les régionales. Franck Nicolon, bonsoir. Merci d'avoir accepté votre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, on va faire votre carte d'identité rapidement. 52 ans, éducateur spécialisé. Vous travaillez dans une association de protection de l'enfance à Nantes, adhérent des Verts d'Europe Écologie depuis 92, 23 ans. Vous siégez au conseil municipal de Clisson et à la communauté de communes de la vallée de Clisson et vous venez d'être choisi pour être tête de liste de votre parti en Loire-Atlantique pour les prochaines régionales. Mission très importante puisque vous allez constituer la liste, préparer la campagne et surtout penser au second tour et à l'alliance avec le Rassemblement de la gauche, malgré les différends de ce point de vue, notamment sur Notre-Dame-des-Landes. On va évoquer tout cela, mais on commence par l'actu de la semaine, Cécile. Et une actualité internationale pour commencer, c'est la Grèce qui bataille avec l'Europe. C'est ça, environ 300 personnes se sont réunies mardi soir, place Royale, pour envoyer un message de soutien au peuple grec et protester contre les mesures d'austérité imposées par les créanciers du pays. Ils espèrent que dimanche, c'est le non qui l'emportera au référendum. Non aux politiques libérales, non au coup d'État financier, non à ce que les banques imposent les politiques. Et aujourd'hui, justement, ce que veut faire le peuple grec, c'est-à-dire augmenter les impôts pour les riches, diminuer les impôts pour les pauvres et augmenter les prestations sociales pour faire face à la catastrophe humanitaire qui a lieu en Grèce, c'est ça la bonne politique. Nous sommes en devoir d'aider ce peuple parce qu'en fait, il se bat pour nous. Après la Grèce, ce sera d'autres pays, nous le savons. Et nous devons absolument le soutenir le plus possible pour faire le poids et pour faire plier les créanciers. Vous y étiez, Franck Nicolon, à ce rassemblement, me semble-t-il. Pourquoi ça nous concerne, la Grèce ? Alors, la Grèce, c'est l'Europe. L'Europe, c'est la Grèce, historiquement, culturellement. Et aussi parce que la crise que traverse la population grecque, l'État grec, nous concerne directement, puisque la crise est également en France. Donc c'est logique que des Nantais se mobilisent pour vous, c'est important et ça peut faire écho. Alors, non seulement ça peut faire écho, mais je crois que c'est fondamental de montrer notre solidarité avec le peuple grec. Il faut se souvenir quand même pourquoi cette dette existe. Tout d'abord, il s'agissait, après la crise de 2008, de sauver les banques et que les principaux créanciers de la Grèce sont les banques allemandes et françaises. Donc nous sommes concernés directement à ce titre-là. Mais le prix payé par les Grecs ces dernières années pour relancer l'économie a été beaucoup trop cher. Alors effectivement, on parle d'excédents, de 4%, etc. Mais à quel prix ? Est-ce que le revenu national des Grecs s'est amélioré ? Je ne pense pas. Ok, on poursuit dans l'actualité de la semaine, Jean-Michel, avec cet hommage unanime à l'égard de l'ancien maire de Sucé-sur-Erdre. Daniel Châtelier qui s'est éteint dimanche à l'âge de 65 ans, un homme engagé, titrent nos confrères de Presse Océan, très impliqué pour les autres depuis plus de 30 ans, mais les hommages ont été beaucoup moins unanimes cette semaine à l'annonce du décès de Charles Pasqua. De la part des élus locaux, vous allez le voir, l'UMP Bruno Retailleau rend hommage sur Twitter aux résistants, gaullistes de la première heure et grands patriotes. La Fédération départementale des Républicains évoque aussi un personnage atypique. Le FN de Loire-Atlantique parle aussi du patriotisme, comme Bruno Retailleau, de l'ancien ministre, et Gauthier Boucher, l'élu frontiste de Saint-Nazaire, écrit ceci: Pasqua meurt et avec lui un souverainiste intransigeant. Il lance cet appel: patriotes comme lui, engagez-vous dans la résistance. À gauche, vous en doutez, ce n'est pas le même ton. Benjamin Mauduit réagit sur Facebook: quand j'avais 17 ans, j'étais définitivement plus Charlie Hebdo que Charles Pasqua. Émeric Céasso raconte qu'il le détestait pour sa politique de répression des migrants, pour avoir entrepris avec De Villiers de jeter des ponts entre la droite et l'extrême droite. Mais force est de constater que depuis qu'il se tait, on a eu pire. Dire que Pasqua qu'il est un personnage, c'est évident, dit David Martineau, mais aller plus loin dans l'hommage, c'est un peu consternant. Même le politologue Goulven Boudic se lâche à chaud le soir même. Il y a 20 ans, dit-il, j'aurais crié champagne, mais aujourd'hui, vu ce que la droite est devenue et vu ses dernières prises de position, j'avoue que je suis plus hésitant et le frigo est vide. On continue dans l'actualité avec lundi le Conseil communautaire de Nantes Métropole, une passe d'armes entre les élus au moment où ils parlaient des transferts différents des équipements, de certains équipements de Nantes à Nantes Métropole. C'est ça, des équipements sportifs et culturels, le Château des Ducs, le Palais des Sports de Beaulieu pour ne citer que. L'opposition estime que ces mesures ne permettent pas de faire de réelles économies et parle d'un tour de passe-passe. Écoutez cet extrait. Nous avons constaté que de 2008 à 2014, donc sur la mandature précédente,
l'effectif de la ville de Nantes a chuté de 4 800 à 3 500 salariés, alors même que celui de Nantes Métropole a progressé de 2 400 à 3 700. Il apparaît donc clairement qu'il n'y a pas d'effet mutualisation puisque l'effectif global, quand on additionne les deux, reste de 7 200. Par contre, on en déduit que 1 300 personnes sont passées de Nantes à Nantes Métropole. Ce tour de passe-passe se fait par transfert de charges vers les autres communes de l'agglomération. Tout cela n'est pas, comme vous essayez de l'insinuer, de le faire croire, la ville de Nantes qui se débarrasserait sur les 24 autres de je ne sais quelles dépenses. Il s'agit simplement, lorsque des équipements ont à l'évidence une dimension métropolitaine, lorsque des services ont à l'évidence une dimension métropolitaine ou que c'est à l'évidence l'échelon pertinent pour les prendre en compte, eh bien oui, il faut les assumer comme tels et toutes les opérations en la matière se font en transparence et en équité. Transparence, équité, une réalité pour tous, puisque tous les élus sont aujourd'hui confrontés aux baisses de dotation de l'État. Vous qui siégez à la communauté de communes de Clisson, vous mutualisez aussi les services entre les différentes communes et vous avez même le projet de fusionner, je crois, entre deux communautés de communes. Effectivement, c'est un projet qui est à l'ordre du jour, mais en ce qui concerne la mutualisation des équipements et des transferts de charges, il me semble important de regarder plusieurs conditions avant de prendre la décision. D'une part, savoir si effectivement la vocation des services et des équipements qui doivent être transférés correspondent au territoire qui finance ces équipements. Hein, donc, est-ce qu'ils correspondent à une vocation communale, intercommunale ou au-delà, hein, donc, je ne sais pas, pensez-vous par exemple que le stade de la Beaujoire est un stade avant tout nantais, certainement, mais qu'il s'adresse seulement aux Nantais? Enfin, bon, c'est la question. Le deuxième élément, est-ce que c'est un projet dynamisant pour le territoire et qui va permettre de structurer ce territoire? Et le troisième élément, eh bien, c'est effectivement l'équilibre des charges de fonctionnement et des amortissements. Et effectivement, nous, on a la situation pour plusieurs équipements dans le vignoble nantais où c'est à l'étude actuellement. C'est vrai que dans ce cas précis, ce qui semble poser souci à Joël Guerriau en l'occurrence, c'est l'équité dans comment on fait peser ces charges-là sur l'ensemble des communes, sachant qu'elles ne pèsent pas la même chose. Et elles pourraient se sentir lésées par moments les plus petites communes par rapport à la ville-centre. Oui. Alors peut-être que sur votre communauté c'est différent parce que c'est un territoire plus petit. Oui. Alors tout dépend effectivement comment on construit ensemble ce projet. Moi, il me semble important de pouvoir regarder d'abord les objectifs du projet ensemble et ensuite, en ce qui concerne les transferts de charges, s'assurer à minima d'un certain nombre de garanties. Par exemple, qu'il n'y a pas d'emprunt toxique caché, puisque vous savez qu'aujourd'hui, un certain nombre de collectivités locales, et les plus petites parfois, sont soumises justement à ces problèmes-là, et c'est particulièrement grave pour la population. Donc, hormis ces garanties, il me semble qu'il doit pouvoir y avoir un dialogue intelligent, qu'il s'agisse d'ailleurs de la gauche ou de la droite, dans 5 ans, 10 ans, qui sera amené à gérer donc les collectivités, chacun, de toute façon, sera confronté aux mêmes problématiques. Alors de votre côté, Franck Nicolon, l'actualité, c'est la campagne des régionales, puisque vous venez donc d'être nommé tête de liste pour le département de la Loire-Atlantique en vue des régionales, après avoir été candidat donc au municipal à Clisson, au départemental, enfin au cantonal à l'époque, aux législatives. Vous vous lancez dans ces élections qui auront lieu en décembre, mais est-ce que c'est déjà une réalité aujourd'hui ? Alors, vous avez déjà commencé à consulter, à constituer une liste, très clairement? Alors, je suis engagé dans ce projet depuis de nombreux mois. Les militantes et les militants d'Europe Écologie Les Verts m'ont fait l'honneur, effectivement, de les représenter donc, à cette élection régionale, qui, effectivement, est en décembre. Décembre, c'est demain. Mais il y a l'été entre les deux. Alors, il y a l'été. Ça ne va pas être facile à faire vivre la campagne pendant l'été. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que la population, les citoyens vont s'intéresser à la campagne surtout les 2 derniers mois. Mais nous, pour pouvoir garantir une campagne réussie, on doit la construire bien en amont. Et effectivement, les rencontres ont commencé avec un certain nombre de partenaires. Lesquels ? Lesquels ? Cette campagne, on la veut rassemblée et ouverte. Alors, l'idée, c'est de rassembler le peuple de l'écologie. Et ce peuple de l'écologie, en France, il a cette caractéristique qu'il ne s'arrête ni aux institutions, ni aux partis politiques.
De nombreuses associations, de nombreux groupes sont engagés très concrètement dans l'écologie politique au quotidien. On est sur une écologie de gauche, de droite? C'est une liste qui est marquée comment? Alors, vous avez raison d'insister sur ce point. Les écologistes sont à gauche. Pas tous, vous diront certains. Alors, en ce qui concerne Europe Écologie Les Verts, nous sommes clairement positionnés à gauche. Ce qui ne nous empêche pas de discuter aussi avec des associations citoyennes qui ne sont pas forcément marquées politiquement, puisque ces questions partidaires ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'écologie politique. Mais en ce qui concerne le regroupement des écologistes, nous avons rencontré un certain nombre de partis écologistes. Nous rencontrons des associations citoyennes et nous avons rencontré quasiment l'ensemble des partis de gauche. Donc vous allez constituer des listes avec d'autres partis, lesquels? Alors, on ne sait pas encore, mais surtout sur quelles conditions? Voilà, c'est en cours de discussion. Les conditions, elles sont très claires. Il y en a deux. La première, c'est que nous construisons ensemble un projet écologiste fort, qui est adossé aux piliers de l'écologie politique, aux fondamentaux. Et la seconde, il s'agit bien, au second tour, de construire un accord avec la gauche, mais à certaines conditions. Et alors, on dit la gauche, mais la gauche, elle est plurielle, pour reprendre une expression. Par exemple, on a vu que lors des dernières départementales, Europe Écologie Les Verts s'est parfois associé dans des binômes avec le Front de gauche ou le Parti de gauche. Oui. C'est avec eux peut-être que vous discutez pour le premier tour. Comment on se retrouve après au second tour avec le Parti Socialiste? Parce que c'est ça, en fait, l'idée d'Europe Écologie Les Verts. Sachant que ça ne plaît pas à tout le monde. Récemment, sur ce plateau, on recevait Emmanuel Bouchot qui nous disait que c'était une des raisons de son départ. Elle a quitté le parti parce qu'il y a cette espèce de flou artistique où on voit les Verts tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Alors, les élections régionales ne sont pas les élections départementales. Les élections départementales, il s'agit d'un scrutin majoritaire. Les élections régionales, il s'agit d'un scrutin proportionnel, où chaque sensibilité peut trouver aussi sa place, y compris au Conseil régional. Avoir des élus au Conseil régional s'il obtient un score suffisamment important. Et l'idée pour nous, c'est bien au premier tour de pouvoir montrer la force et la pertinence du projet écologiste par rapport aux questions sociales et environnementales de société. Mais nous savons aussi que nos électeurs attendent que nous prenions des responsabilités. Et c'est pour ça qu'on recherchera un accord de deuxième tour. Mais je précise qu'il n'y a rien de fait à ce jour. Oui, ça serait incombe que l'accord du deuxième tour soit signé avant qu'on ait voté. Non, simplement, ce que je veux dire, c'est que cette idée, elle s'appuiera sur des conditions incontournables. Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que ce n'est pas fait à ce jour. Mais excusez-moi, je reviens sur Emmanuel Bouchot et puis la Diazy, par exemple, de Génération Écologie, qui sont humainement des personnes que j'apprécie par ailleurs. Mais Génération Écologie qui a tiré la sonnette d'alarme cette semaine, qui fait un appel du pied pour qu'on arrête les chicaneries internes. Oui, alors c'est toujours un petit peu compliqué quand des personnes n'ont pas obtenu une place éligible qu'ils espéraient, qu'ils quittent un parti pour fonder un micro-parti. Vous parlez de qui, là ? Alors, je parle de Génération Écologie et je parle d'Emmanuel Bouchot. Et qui avec le Front démocrate. Voilà, et qui quitte donc notre parti politique pour fonder un micro-parti, pour ensuite appeler au rassemblement. C'est toujours un peu compliqué à comprendre pour nous, mais aussi pour les citoyens, et je crois que ça rapproche pas tellement les citoyens de la politique. Donc, voilà, c'est... Il y a trop de passifs entre les mouvements écologistes ? Alors, il n'y a pas de passif entre les mouvements écologistes. C'est si compliqué que de réunir tous les mouvements écologistes en un seul pour ces élections importantes. Oui. Alors, c'est l'idée de cette liste de rassemblement, de pouvoir proposer justement un certain nombre de places d'ouverture. Je précise quand même que cette liste aux élections régionales proposera 45% de postes d'ouverture sur l'ensemble donc à la société civile, on va dire associations et autres partis potentiellement. Exactement. Voilà. Donc, on ne sait toujours pas lesquels. Vous ne nous avez pas dit. Alors moi j'ai dit tout à l'heure les partis écologistes avec qui nous discutons en ce moment. Donc il s'agit de Nouvelle Donne, Cap 21, Génération Écologie effectivement. Et puis les partis de gauche que nous avons rencontrés et que nous allons à nouveau rencontrer au niveau départemental. On les a rencontrés au niveau régional pour l'instant. Alors vous dites, l'esprit, forcément votre esprit est bien sûr à la constitution de la liste pour le premier tour, mais l'esprit aussi au deuxième tour et avec l'alliance avec le PS, malgré vos divergences sur Notre-Dame-des-Landes notamment.
Vous dites à qui veut l'entendre, et je l'ai entendu à la radio, on veut faire un peu de pédagogie vis-à-vis du Parti socialiste et de leur expliquer qu'il faut arrêter de vivre dans un ancien monde, qu'il faut accepter le nouveau monde et penser que ces transferts d'aéroports, ce n'est pas une idée moderne. Ça, c'est un argument que vous appuyez vis-à-vis des élus que vous rencontrez ? Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que notre différence avec le Parti socialiste ne s'arrête pas à Notre-Dame-des-Landes. Le projet écologiste, ce n'est pas le projet socialiste. Donc, nous aurons des questions également plus globales d'aménagement du territoire à régler avec eux pour trouver un accord, mais aussi en ce qui concerne la santé et l'agriculture, en ce qui concerne évidemment, donc je parlais des grands projets inutiles, mais aussi des questions d'emploi, la priorité de l'emploi, la conditionnalité des aides au niveau du développement économique. Ah oui, ça fait et beaucoup de puis, divergences. évidemment, alors. la transition écologique. Ça fait beaucoup de divergences. En tout cas, divergence, je ne sais pas, mais différence qui justifie que nous montions aussi un projet au premier tour et qu'ensuite nous allions discuter avec le Parti socialiste au second. Il nous reste moins d'une minute. Le 17 juillet, le tribunal administratif va rendre son jugement dans le dossier Notre-Dame-des-Landes sur les arrêtés. Le rapporteur public a proposé de rejeter l'ensemble des recours déposés. Vous en pensez quoi ? Écoutez, d'abord, en ce qui concerne cet arrêté, le rapporteur a omis d'évoquer la question des mesures compensatoires, donc ce qui est quand même un comble, ce que la justice n'oubliera pas. Il nous reste 25 secondes. Qu'est-ce que vous pensez pour le 17 ? Moi, ce qui me paraît important, c'est de pouvoir insister sur l'optimisation de Nantes Atlantique. Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet. C'est un projet du passé. Et ça sera dans la campagne, ça vous en parlerez. C'est évident que ce sera un point central dans la campagne, puisque les habitants de Loire-Atlantique nous attendent sur ce point. Merci beaucoup, Franck Nicolon, d'être venu dans ce 18h politique. Merci à vous, Jean-Michel, et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.